c'était long. Waouh. Je crois que c'est le plus long épisode jusqu'à présent qu'on a eu, 1h08. Pas mal de tout. Donc, il y a énormément de choses qui se concluent, qui finissent de se mettre en place, etc. Donc, il y a énormément de choses dont parler. Je sais pas par où commencer pour rendre ça le plus fluide. Alors, on va y aller un petit peu à l'instant, en commençant par ce qui se passe autour des Stark. Voilà, on va commencer avec les Stark, puisque bon, ça va être la chose la plus simple, je pense, à mettre en place. Pour commencer autour de Sam, puisque c'est un peu le truc le plus à part, la petite parenthèse, histoire de dire Sam fait quelque chose. Il arrive enfin à la grande citadelle avec sa chérie, qui apparemment n'est pas acceptée au sein de la grande bibliothèque, mais a l'air d'être acceptée quand même ailleurs. Genre, elle pourra être ailleurs, se poser ailleurs, mais pas juste être dans la grande citadelle centrale, quoi. Mais sinon, le reste, elle peut y être. Donc, je vois pas en quoi c'était... Ils en faisaient tout un foie sur le fait qu'elle pouvait pas rester dans le coin. Un petit peu bizarre, je trouve, mais bon. Et c'est... En dehors de ça, ouais, c'est juste lui qui arrive, le mec qui est un petit peu chargé de l'intendance à l'accueil, qui est un petit peu dubitatif parce que voilà, il a pas eu trop de nouvelles de la part du maître, etc. Et il y a eu des circonstances pas très pratique dans la mort du maître et la mort de l'ancien chef de la garde, donc c'était pas super clair. Même si sincèrement c'est moyennement logique pour moi, parce que d'après ce qu'il sait, de ce qu'il dit, le chef de la garde est censé être Mormont, machin Mormont, je sais plus son prénom. Et c'est pas logique pour moi, parce que le maître se débrouillait encore très bien à la mort du chef Mormont. C'est après, quoi, c'est avant que Jon Snow ne prenne la place de Thorne, qu'il y a eu ce problème de maître et il a eu ce problème de santé, etc., etc. Mais avant ça, au moment où il a été changé, au moment où on a découvert que Mormont est mort, et ben il allait encore correctement le maître. Donc c'est pas très logique qu'il en soit à ce stade-là, quoi. Les nouvelles sont pas super claires, hein. C'est pas très logique par rapport à ce qu'on a vu. Mais bon, en dehors de ça, voilà, ils finissent par accepter en étant un peu dubitatif. Sam est amené à la grande bibliothèque pour rencontrer l'archimestre, et voilà, il a l'air bien parti pour poursuivre sa formation et devenir un maître qui aidera Jon Snow par la suite, tout ça, tout ça. Voilà, c'est histoire de dire, c'est là. C'était pas mal, hein, ça appuyait bien le début de consécration du personnage et qui a passé une saison à rien foutre à part montrer un petit peu sa backstory, quoi. Ah, genre, voilà ma famille. Sinon, c'est tout ce qu'il a fait, Sam, dans cette saison. Mais voilà, sinon, du côté de Jon Snow et donc de Winterfell, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, notamment le fait que Mélisandre est mise face à son crime. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il a remarqué, Davos, que Shoryn a été brûlée et il la met face à son crime devant Jon Snow, donc il le prend assez mal, lui. Et lorsqu'elle essaye de défendre un peu sa cause en disant « Oui, je croyais que c'était bon, je croyais que c'était ce que le Seigneur nous avait dit, je me suis juste trompé, mais je pensais avoir juste... » Et, oui, t'es trompé comme ça, t'as provoqué la mort de combien de personnes, connasse? Ouais, je trouve honnêtement que... il se retient pas mal Davos par rapport à ce que ça représente quand même, hein. Je veux dire, il met Mélisandre devant le fait accompli, et il demande, il exige plus ou moins que Jon Snow la fasse exécuter, et voilà, il est plutôt restreint par rapport à ce que ça signifie. Hein. Moi, à sa place, enfin, je m'attendrais à ce que il se jette sur elle en disant « T'as tué la fille que j'aimais le plus que tout, salope, crève !» Limite un truc comme ça, quoi, après l'avoir accusé de ça. Non, il dit juste, ah, s'il vous plaît, faites-la exécuter pour ce qu'elle a fait. Et Jon Snow se rend compte de la saloperie de ce qu'elle représente, cette femme, en dépit du fait qu'elle dit représenter le grand pouvoir qui aidera à vaincre les marcheurs blancs, parce que à nouveau, le maître de la lumière a l'air d'être contre les marcheurs blancs, mais ça a l'air d'être quand même un sale trou qui veut faire des choses... d'enfoiré à ses fidèles. Ou alors j'en sais rien, c'est peut-être que Mélisandre est une grosse incompétente qui interprète super mal les signes, hein, parce que je rappelle pour la énième fois que au nom de ce maître, ils ont fait brûler des infidèles, des mecs qui ne faisaient aucun mal en soi, mais qui
ne croyaient pas au maître de la lumière. C'est tout le truc qu'ils ont fait. Ils voulaient continuer leur croyance et ne pas croire à ce maître-là. C'est tout ce qu'ils ont fait pour être brûlés. Et je sais pas, je trouve ça intéressant quand même. Important de le rappeler de temps en temps, quoi. Que ce qu'elle a fait, c'est super grave, c'est pas juste parce que elle pensait faire ce qui était juste, c'est aussi, elle a fait des choses graves, et si le maître de la lumière était plus ou moins d'accord avec ça, le maître de la lumière, c'est pas une entité que j'ai particulièrement envie de vénérer moi-même, vous voyez, que j'ai particulièrement envie de respecter. Mais bon, voilà, quoi. John, un peu par respect par ce qu'elle a fait, elle se dit on va pas la buter, par contre, part très loin, et ne revient jamais. Genre voilà, va dans le sud, et si tu reviens, on t'exécute, connasse, hein. Et Davos dit oui, si tu reviens, c'est moi qui t'exécuterai. À nouveau, restreint, hein, relativement restreint par rapport à ce que je m'attendais de lui, hein. Et donc voilà, elle doit se barrer, et c'est là qu'on va voir un petit peu la mise au point sur la situation à Winterfell, où Jon Snow reconnaît qu'il a eu un petit peu tort de pas écouter sa sœur et qu'il faut pas trop se disputer. Et sa sœur qui dit ouais, désolé de pas t'avoir parlé de Baelish et des chevaliers du Val qui devaient nous aider. Je comprends pas pourquoi elle l'a pas fait, mais voilà. Et ouais, c'est juste histoire de te mettre en place ça, on s'est caché des trucs, je t'ai pas trop écouté, etc. Il faut qu'on se mette d'accord tous les deux, histoire d'essayer d'appuyer qu'ils sont un petit peu en tort tous les deux, alors que je suis désolé, j'ai beau adorer Jon Snow, c'est lui qui est le plus en tort, hein. Il l'a pas écouté, sa sœur, il a fait le con durant la bataille, il a été très con, Jon Snow. Et c'est ça qui va amoindrir de façon assez conséquente pour moi ce qui va se passer après. Parce que bon, déjà, on va avoir une petite scène. Ah, un petit moment, je n'ai pas parlé parce que, ouais, apparemment, l'hiver est là. Alors, il y a Sansa qui rapporte qu'un oiseau blanc est arrivé, ça veut dire que l'hiver est là. L'hiver, il arrive pas, il est là. Hein, même si je vois pas grandement de différence par rapport à certains temps qu'il y avait dans le coin, c'est certaines fois où il neigeait, mais apparemment l'hiver, il arrive genre dans quelques jours, ça semble-t-il. Il va enfin arriver dans la saison 7, il va être là l'hiver, on vous assure. Hein, on a attendu 6 saisons pour le voir cet hiver, il va être là. Oui, après ça, on va avoir une petite scène entre elle et Baelish, où elle lui demande ce qu'il veut et je dis ouais, ce que j'ai toujours fait c'est avoir une image en tête et décider si l'action que je vais faire va aider à ce que cette image se réalise. Et l'image que j'ai en tête, c'est moi sur le trône de fer avec vous à mes côtés parce que je vous aime vraiment maintenant que votre mère est morte. Je reporte absolument toute mon affection sur vous, Sansa. Là, il avoue carrément ses sentiments pour elle, de façon super claire maintenant, donc ça a l'air assez clair. Et Sansa le repousse moyennement, c'est-à-dire qu'elle dit... Elle a pas l'air totalement d'accord, mais elle a pas l'air de dire ça me dégoûte totalement. Donc, je sais pas exactement si vous voulez aller loin avec ça. J'en sais rien. C'est... Baelish, j'ai le sentiment que ils ont un peu de mal à savoir comment le faire intervenir par la suite. Parce que j'ai vraiment du mal à m'imaginer une suite d'événements qui fera en sorte qu'ils puissent vraiment viser de façon claire le trône de fer maintenant, hein, dans la situation qui est mise en place. Mais bon, nous verrons. En tout cas, oui, le problème le plus important que j'ai par rapport à ce qui a été fait dans l'épisode précédent autour de Jon Snow, qui a été un con sur le champ de bataille, je suis désolé, c'est clairement le cas, c'est le fait que maintenant, il y a besoin de choisir quoi faire. Il y a toutes les maisons restantes du Nord qui sont un petit peu froides à l'idée de travailler avec les Chevaliers du Val et surtout avec les Sauvageons. Et c'est là qu'il y a un moment que j'ai beaucoup aimé quand même, indépendamment de l'épisode précédent, autour de la Lord Mormont, la petite fille qui commande le clan Mormont, qui nous fait un bon discours sec et dur, bien fichu. J'aime bien ce personnage. Depuis quelques épisodes qu'il est là, je trouve qu'elle passe bien. Elle fait bien passer le côté femme forte qui doit prendre des décisions malgré sa position et malgré son âge surtout. Et ouais, elle fait bien passer sa volonté, etc. Moi, je trouve que le personnage rentre très bien, elle a ce côté implacable que j'aime bien, mais voilà quoi, elle fait le grand discours comme quoi, oui, vous étiez pas là pour vous battre, alors que les Bolton vous ont fait ci ou ça, alors que lors des Noces Pourpres, on vous a privé de quelqu'un. Maintenant on est dans une situation, il faut se rallier derrière quelqu'un, et même si Jon Snow n'est pas
est un bâtard, il a techniquement le sang des Darth Stark, et je veux me ranger derrière lui, et tout le monde est d'accord pour se ranger derrière lui. Et voilà, moi je trouve ça très fort hein, comme scène, vraiment indépendamment, vraiment vu par rapport à l'épisode. Si on considère, si on part du principe que Jon Snow a vraiment été un meneur digne de ce nom dans la bataille précédente, ce qui n'a pas été le cas. C'est ça le souci, il n'a pas été un meneur digne de ce nom dans la bataille précédente. Ce qui fait que, ouais, cette espèce de moment où tout le monde se range derrière Jon Snow, en dépit du fait que c'est un bâtard à leurs yeux, ben, je suis désolé, ça n'a pas autant de poids que ça pour moi. Alors que ça aurait pu être beaucoup plus fort. C'est ça qui est dommage, je trouve. C'est un peu ça qui est dommage. Mais ouais, quoi, il y avait cette espèce de petits débats, de petits choix à faire par rapport au fait de qui va représenter les Stark. Est-ce que ce sera Sansa ou Jon Snow? Mais au bout d'un moment, c'est plutôt Jon Snow qui a été choisi parce que, à nouveau, c'est lui qui a mené la bataille, alors que non, c'est pas lui qui a mené la bataille, quoi. Vous voyez le truc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au fait que c'est un bâtard et que sa position en tant que descendant des Stark est peut-être un peu discutable, il va y avoir un truc pour réfuter ça. Et ouais, je vais le dire tout de suite, je trouve ça totalement superflu. Et ça me pose des problèmes sur tellement de points, à titre personnel, par rapport à ce qui a été mis en place dans les deux, dans la saison. Hein. Donc on en parle tout de suite. On va avoir une scène autour de Bran qui se fait escorter au pied du mur par son oncle, parce que voilà, maintenant il a été formé en tant que nouvelle corneille, et qui doit donc veiller sur le monde magique au-delà du mur ou un truc comme ça, c'est pas super clair une fois de plus, et il peut pas aller plus loin, leur oncle, par rapport à ça, parce que on apprend maintenant comme ça que le mur a été fondé sur une base magique qui empêche les morts, les zombies en gros de passer. Étant donné que lui il a été zombifié mais pas totalement, puisqu'on lui a permis de garder sa personnalité quand même, son âme entre guillemets, avant de passer du côté de l'ennemi, il est quand même techniquement un zombie, donc il peut pas passer. Voilà, donc ça me fait poser une question toute bête. Où est le problème contre les marcheurs blancs alors? Non mais seulement, où est le problème contre les marcheurs blancs si les zombies ne peuvent pas passer le mur? Si au bout du compte il y a un truc, il y a un sort magique qui empêche leur armée de zombies de passer le mur, ça rend la menace beaucoup moins forte sur le coup, hein, si les zombies peuvent pas passer directement. Ou alors j'en sais rien, la venue de cet hiver super particulier, super fort qui va arriver, va défaire le sceau et les zombies pourront passer à ce moment-là. Peut-être, c'est jamais, c'est pas impossible que ce soit ça. En tout cas voilà, leur oncle Benjen les laisse là. Enfin l'oncle, c'est pas leur oncle, c'est pas l'oncle de Mira, mais c'est l'oncle de... c'est donc de Bran, l'oncle Benjen les laisse là avant de passer le mur. Et avant de passer le mur, Bran se dit tiens, il y a une espèce d'arbre, j'ai oublié son nom spécial qui représente mes dieux. Je vais aller au fond de la vérité sur ce que l'ancienne Corneille n'a pas voulu me montrer. Voilà, et là, ce qu'il va découvrir, c'est que la sœur de Ned, donc au moment où il est foncé la sauver, il a dû se battre pour aller la sauver, il découvre en fait qu'elle n'est pas morte de ses blessures ou un truc comme ça, elle est morte en accouchant d'un petit enfant, et elle veut pas que ça se sache parce que apparemment, alors c'est pas clairement dit mais j'imagine qu'elle l'a eu de Targaryen, du roi fou là, donc ça plairait pas à Robert parce que lui il voulait buter tous les Targaryens, et donc il dit ouais le fais pas savoir à Robert, fais croire que c'est ton fils ou un truc comme ça. À nouveau j'imagine que c'est ça, hein. Ça me paraît être la chose logique par rapport à ça. Fais croire que c'est ton fils bâtard que t'as eu je sais pas trop comment, et comme ça Robert saura pas que c'est un Targaryen et que c'est un enfant né d'un Targaryen, et comme ça voilà, il sera sauvé en dépit du fait que moi je serai morte, et voilà, il aura une famille quand même sans savoir exactement ses origines. Et donc cet enfant évidemment c'est Jon Snow, hein, voilà. Et il y a des problèmes importants autour de ça, je vous jure, hein. Déjà pourquoi l'ancienne Corneille voulait pas que Bran le sache? Qu'est-ce que ça aurait changé que Bran le découvre comme ça? Alors après je sais que Bran était du genre à être surpris de rien. Oh c'est incroyable, mon père a pas gagné un combat mano à mano contre un autre mec, il a dû se faire aider. Oh
c'est choquant. Oui, c'était un petit peu con, mais quand même, quoi. Même sans prendre ça en compte, le fait que ça le surprenne de savoir que Jon Snow soit pas son demi-frère, mais son cousin au bout du compte. Il aurait pu le passer, ça. En quoi c'était important? En quoi c'était grave qu'il le sache directement? Qu'est-ce que ça change? Et à ce moment-là, si tu voulais pas le faire savoir directement à Bran, pourquoi tu lui as montré ça en flashback, vieux? Quel est le délire? Pourquoi tu voulais lui cacher ça en lui montrant juste à moitié? Tu lui as fait qu'attiser sa curiosité. Et quand on y pense, c'est à cause de ça! C'est à cause du fait qu'on a attisé sa curiosité, qu'on n'a pas voulu lui montrer tout de suite, pour ce genre de conneries, qu'il a été trop gourmand, trop curieux, et qu'il a fait en sorte que les marcheurs blancs puissent attaquer le sanctuaire, cette espèce d'arbre sanctuaire. C'est à cause de ça. Parce qu'on n'a pas voulu lui faire savoir tout de suite que son demi-frère était en fait en réalité son cousin. C'est ça le truc. C'est n'importe quoi comme raison. Et vraiment, en quoi le fait de savoir que Jon Snow est son cousin va changer énormément de choses? Ouais, ils seront toujours de la même famille, ils seront toujours proches les uns des autres. Et c'est ça le problème que j'ai au bout du compte, quoi. Le plus gros problème que j'ai, cette révélation, elle sert à rien, je trouve. Surtout après ce qui est mis en place parallèlement avec Jon Snow, comme quoi les représentants du Nord sont prêts à l'accepter comme représentant des Stark, en dépit du fait que c'est officiellement un bâtard. Alors à ce moment-là, ça change absolument rien. C'est toujours un Stark, bâtard un peu différent puisque c'est un bâtard des Targaryens, mais honnêtement. Ce genre de truc, sérieusement, il a été élevé en tant que Stark, on peut dire qu'il est Stark. Et honnêtement, il n'y a rien qui puisse prouver de façon claire qu'il est Targaryen. Hein, on sait juste que Lyanna l'a mis au monde, mais sinon... Voilà, le fait de faire ça ne change pas grand-chose à ce que ça signifie. Mais ouais, j'ai dit que c'était le plus gros problème, c'est pas du tout le plus gros problème. Le plus gros problème pour moi, c'est... Pourquoi Eddard l'a caché à sa famille? Qu'il l'ait caché à tout le monde, qu'il ait fait croire que c'était son enfant bâtard, à tout le monde, et surtout à Robert, c'est normal, parce que voilà, Robert serait trop en colère de savoir que il y a ce Targaryen qui représente tous ceux que je déteste, et qui est responsable de la mort de ma femme, je vais le buter, enfin de la femme que j'aimais, je vais le buter, ok. D'accord, qu'il l'ait caché au monde, très bien, mais pourquoi l'avoir caché à sa famille? Pourquoi l'avoir caché à sa femme? Durant les premières saisons, on n'arrête pas de voir Catelyn avoir du ressentiment très fort envers Jon Snow pour ce qu'il représente, et ça n'avait aucun sens que ce soit le cas. Pourquoi Eddard pouvait pas la mettre dans la confidence? En fait, c'est pas mon fils, c'est le fils de ma sœur, je dois le faire passer pour mon fils bâtard, parce que sinon il serait tué. Elle comprendrait, je vois pas le problème. Je vois pas du tout le problème. Pourquoi il le cacherait, merde? C'est complètement débile. Pourquoi il le cacherait à sa femme? Pourquoi il en aurait pas informé son fils Robb une fois qu'il serait devenu plus adulte? Parce que voilà, Robb est devenu adulte, maintenant il devrait comprendre ça et il a accepté totalement le truc. Je veux dire, ça changerait rien au fait qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils se considèrent comme des frères. Ce sont des cousins, donc c'est techniquement relativement proche, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens de cacher ça à ses proches, à sa famille, qui resterait clairement dans la confidentialité. Là, qu'ils disent pas ça à ces tout jeunes enfants, je veux bien comprendre, il veut les garder dans le secret parce qu'il aurait peur qu'il lâche ça de façon infortuite, etc. Mais là, ça n'a aucun sens qu'on insiste là-dessus. Et donc, voilà, cette révélation, pour moi, est ridicule, est tellement ridicule par rapport à ce que vous avez mis en place dans toute la série, dans cette saison, par rapport au fait qu'il fallait absolument que Bran ne la prenne pas tout de suite, parce que c'était, si besoin que le scénario le dise à la fin de la saison, ça fera plus choc. Déjà, ouais, ça fait pas un énorme choc pour moi, hein. Je veux dire, ouais, c'est pas trop un bâtard, enfin c'est un bâtard mais de genres différents, ok, ouah, ça change tellement de personnage, et surtout... Et surtout, ce que ça représente par rapport à son évolution, c'est rien, et par rapport à ce qu'a fait Eddard avant. Si Eddard n'a pas confié ça à ses proches, s'il est encore plus stupide que ce que je croyais, hein. Parce qu'il était déjà un peu con dans la saison 1, dès lors qu'on y réfléchit un petit peu, hein. Un peu trop loyal juste au point de pas réfléchir davantage aux choses, mais là c'est même pas loyal juste au point de pas réfléchir grandement aux choses, c'est juste con. Con de pas dire ça à ses proches.
compte pas dire ça à sa femme, bordel. Pourquoi il a pas dit ça à sa femme, merde? C'est complètement débile. Je trouve ça totalement débile. Je le dis. Ah. Donc voilà, cette révélation n'a aucun poids pour moi, au contraire, ça me pose plus de problèmes qu'autre chose. Mettre ça en place, comme ça, c'était naze, vraiment naze. Je sais pas si c'est prévu comme ça dans le bouquin, hein, peut-être que c'est mieux amené dans le bouquin, mais là c'est naze pour moi, c'est complètement naze. Bon, il nous reste à voir un dernier point par rapport au Stark et donc le lien avec le Frey, Lord Frey, Walter Frey, qui a donc célébré la reprise de Vivseg avec Jaime et ses soldats. Il y a quelques petits moments de célébration rapide, Frey qui est toujours aussi agréable, hein, il vient parler rapidement à Jaime le voit un peu de haut parce que pour lui il vaut pas grand chose ce type, et je comprends très bien ça de sa part, et c'est avant qu'il parte, voilà, on verra que Jaime part après retrouver Port-Réal après son fait, ce qui au final n'aura pas amené à grand chose, je le redis, mais vraiment, vous passez tout ce délire là. Tout ce passage avec le grand-oncle qui a survécu, qui reprend Vivseg, qui essaye de le défendre, et qui se fait déjouer par Jaime un petit peu en la con, qui utilisait le mur, etc. Et qui est repris donc par Jaime et donc par Frey, et cette célébration. Vous verrez tout ça, vous passez directement à la scène qu'on voit après, ce serait pareil. Et vraiment, le principe serait le même. La seule chose que ça a aidé, c'est mettre en avant certaines relations, et ça nous a rappelé un petit peu que Lord Frey existait. Je reconnais, c'est clair et net que si vous nous l'aviez remis comme ça, ce qui va se passer après serait un tout petit peu moins appréciable, hein, moins satisfaisant, je reconnais. Mais vraiment, en termes de narration, ça n'aura rien apporté tout ça. Absolument rien apporté. C'est une grosse parenthèse qui n'a servi à rien. Et ça fait vraiment chier. Oui, aussi, il y a eu aussi quelques rapprochements autour de Jaime et Brienne qui sont un peu dit leur au revoir en tant qu'amis proches, entre guillemets. Je reconnais que ça aussi c'était pas mal, mais voilà, à part ces petits moments de personnages, honnêtement, ça n'a pas apporté grand chose, hein, scénaristiquement ce truc-là. Parce que voilà, ce qui se passe après, il y a Lord Frey qui déjeune tout seul après ça. Le lendemain, j'imagine, un truc comme ça. Où apparemment, ça le dérange pas de voir personne, à part une servante qui passe par là et qui lui sert donc une espèce de tourte particulière. Et lorsque Walter demande mais où sont mes enfants, il y a la servante qui dit ah mais ils sont là, monseigneur. Regardez la tourte, et il voit des doigts et tout. Ça m'a pris du temps pour les découper, mais j'ai fini par y faire quelque chose. Et c'est là qu'elle se révèle être Arya, qui a apparemment piqué des masques de Jaqen. Parce que, ouais, Jaqen l'a laissé faire, je sais pas trop, c'est un peu bizarre quand même. Disons que ça aide pour son plan, je reconnais, ça aide. Donc grâce à ça, elle jubile un petit peu, voilà, vous avez, après tout ce que vous avez fait, je jubile enfin de pouvoir avoir buté rapidement à moi seul, hors champ, la plupart de la maison Frey, et vous pour terminer en vous égorgeant rapidement. Et voilà, c'est satisfaisant de voir Frey enfin casser sa pipe, ça fait plaisir. Il y a énormément de morts dans cet épisode, hein, ça c'en est qu'une des nombreuses qu'on va avoir. Mais voilà, c'était une mort assez satisfaisante, je reconnais, par rapport à ce que ressent Arya. Et normalement, il ne lui reste plus que, logiquement, Cersei à buter. Alors, j'imagine, je sais pas, est-ce qu'elle va essayer de rejoindre sa sœur et son frère à Winterfell, ou elle va essayer de s'en prendre directement à Cersei à Port-Réal après ça? Nous verrons bien. Intéressant de voir jusqu'où elle voudra aller, celle-là. Mais bon, c'est le début de sa vengeance, etc., après tout ce qu'elle a appris. Une fois de plus, en utilisant donc ce que lui a enseigné Jaqen, en voulant rester elle-même Arya Stark. Je ne suis pas personne, je suis Arya Stark, c'est important pour moi. À nouveau, moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais qu'il y a quelques personnes dans les commentaires qui ont du mal avec ça. Moi, ça ne me pose pas trop problème, personnellement, je ne le cache pas. Voilà, donc c'était pas mal. Après, voilà, une mise en scène un peu rapide. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui prennent leur temps à s'instaurer dans cet épisode et qui sont sympathiques dans la mise en scène. Là, je trouve que ça aurait pu être un peu plus... si on aurait pu mettre un peu plus en avant le drame autour de ça, quoi. Le drama autour de la mort de Lord Frey. Mais c'était quand même satisfaisant, je le reconnais. Voilà, cette sombre merde qui meurt enfin. Bon, maintenant que c'est terminé autour des Stark, et c'était pas le morceau le plus discutable pour moi, vraiment pas, on va passer au Lannister et...
On va commencer par le gros morceau, hein. Autour donc du procès qui vient enfin au bout d'une putain de saison et demie, qui s'apprête donc à juger à la fois Loras et à la fois Cersei. Et donc Cersei se trouve seule dans ses appartements, il veut pas y aller. Hein, on voit là cette espèce de truc qui se prépare. Tommen qui se prépare mais qui va être empêché de partir par la montagne, hein, qui donc dans son accoutrement dit ne passez pas roi tout de suite, je vous empêcherai par la force ou un truc comme ça. Tommen qui se rend pas trop donc pas trop compte de ce qui se passe et donc le procès qui a lieu au septuaire et qui commence par Loras. Loras qui avoue bêtement ses crimes, hein, il a été totalement maté par les gens. Oui, je suis coupable de fornication avec d'autres hommes, j'ai couché avec Renly Baratheon, je veux expier mes fautes en faisant partie des vôtres, tout ça. Voilà, il est tombé bas, il est tombé super bas, il a quasiment plus aucune volonté. Et ça n'amène à rien quand on sait la résolution après, quoi. C'est juste histoire de dire, voilà, ce personnage que vous avez suivi, pour lequel vous auriez pu avoir un peu d'attache, ben il a totalement perdu pied, perdu volonté comme une merde. Et c'est un petit peu ces derniers instants. Oui, ces derniers instants parce que Marjorie et son père qui assistent à ça sont pas super contents du résultat, mais il faut passer à la suite. Donc voilà, c'est l'heure d'appeler Cersei, mais Cersei ne vient pas, donc comme je l'ai dit, elle reste dans ses appartements à observer ça de loin. Et donc il y a le grand Mano qui ordonne à Cousin Balance d'aller la chercher, en sachant ouais que oui, allez amener quelques hommes de la foi militante la chercher, alors que d'après ce que vous savez, elle est protégée par la montagne qui est un putain de un putain de tank qui est impossible à battre à seulement 3 personnes, quoi. Mais oui, allez-y, faites comme ça va trop marcher, quoi. Déjà l'approche est très conne. Le fait qu'elle vienne pas comme ça tout de suite, ça devrait poser problème, mais bon, ça dérange pas pour l'instant. Et ouais, on fait pas appel à la garde ou quoi que ce soit. Il y a que la foi militante, seulement quelques personnes qui y vont. Bizarrement. Parce que c'est n'importe quoi. Voilà, s'il y a besoin que la plupart de la foi militante se trouve au septuaire et qu'on fasse pas gaffe à ce que fait Cersei, que la garde qui normalement obéit à Tommen et à la foi militante ne fasse pas, n'essaye pas d'en faire trop pour que ça marche, le plan qui va suivre. Parce que le plan qui va suivre, voilà ce qu'il est. D'une part, on va voir Pycelle qui sera interpellée par une petite fille parce que elle lui dit que le roi veut lui parler. Alors je comprends pas pourquoi le Pycelle suit bêtement une petite fille qu'il connaît à peine, qui lui dit ah tiens le roi veut vous parler, je te connais pas, pourquoi tu me dis ça toi, mais bon je te suis. Et la petite fille l'amène du côté de Qyburn et qui donc se dit ah c'est dommage que vous mouriez comme ça, je n'ai rien contre vous mais vous devez mourir parce que apparemment oui, c'était trop une merde ce type. Et voilà, il y a les enfants donc qu'il a convaincu rapidement dans un épisode qui sont devenus totalement ses larbins au point de tuer pour lui. Non mais carrément. Genre, je vous ai amené ici, mes petits oiseaux à moi, ils ont des couteaux, ils obéissent à mes ordres et vous butent. T'as mis quelque chose dans les sucreries que tu leur donnes, là, pour qu'ils t'obéissent aveuglément ou un truc comme ça? Apparemment, je sais pas, parce que je trouve ça un peu gros, qu'ils acceptent comme ça de tuer pour lui, à ce point. Carrément. Ok, très bien. Et à côté de ça, il y a un autre de ses enfants qui attire l'attention du cousin Balance, alors qu'il sort aller chercher Cersei. Alors, c'est n'importe quoi cette mise en scène, en plus, j'y viens tout de suite, c'est n'importe quoi, où, donc, il est interpellé par ce gamin, je sais pas trop pourquoi. Alors, j'ai loupé peut-être un détail qui fait que ça l'interpelle vraiment particulièrement de le suivre, mais voilà, il dit aux autres, allez chercher plus de gens, ou je sais pas trop quoi, c'est une excuse à la con pour qu'ils le suivent tout seul. Et en le suivant tout seul dans les catacombes à la con, il se fait poignarder par surprise par le petit gars, qui est tout seul, au passage, hein. Donc le petit garçon, qui est tout seul, arrive à le poignarder au ventre par surprise, et c'est une chance qu'il ait réussi, hein. C'est une chance qu'il ait réussi, c'est une chance que le mec le suive bêtement tout seul aussi, parce qu'il aurait pu être accompagné pour le suivre, mais non, il le suit tout seul, bien sûr. Pourquoi le garçon était là, je comprends pas. Pourquoi il voulait faire en sorte de buter le cousin Balance? C'est comme si c'était important pour elle que lui aussi meure, donc elle a mis en place cette espèce de
de situation qui fera en sorte qu'il sera attiré tout seul et que les événements fassent en sorte qu'il n'arrive pas à se défendre contre un gamin armé d'un couteau. Ben très bien, il se fait avoir par surprise par un gamin armé d'un couteau, mais il meurt pas tout de suite. Parce que on veut mettre en place le drame, une fois de plus, et pour ça il doit pas mourir tout de suite. Alors, qu'on soyez d'accord, j'ai aucun problème avec le fait qu'on force un petit peu le drame par moment. C'est une œuvre fictive. Bien entendu, ça doit pas être totalement réaliste. Et c'est vraiment un truc que je tiens à dire quand même. Oui, pour moi, ça doit pas être totalement réaliste. Et des fois, faut un peu forcer le drame. Mais il y a quand même certains moments où ça doit être logique et cohérent. Où ça doit pas reposer sur du comme par hasard, ça marche comme ça se déroule exactement comme l'a prévu tel personnage, alors que c'est vraiment du gros coup de chatte. Et ça aurait pu ne pas du tout se passer comme ça. Et là, c'est clairement le cas. Le mec, donc, le cousin balance, est poignardé au ventre. Le garçon le laisse là comme une mère tout seul parce qu'il se dit tiens, ouais, il pourra rien faire. Alors que oui, il observe du feu des bougies de cire se consumer devant deux gros tonneaux de feu grégeois, j'imagine, ça a l'air d'être ça, qui sont sous le septuaire de façon à ce que ça puisse exploser et détruire tout le monde, quoi, tuer tout le monde qui s'y trouve. Voilà, donc, ouais, on le laisse ramper comme ça vers ce tonneau et à n'importe quel moment, quoi, il aurait été plus rapide de 30 secondes, même pas de 10 secondes, il aurait pu effacer les bougies et empêcher l'explosion. Carrément. Alors, je sais pas trop, alors peut-être que le gamin est carrément devenu un suicidaire, genre à la Wagber, je vais mourir carrément au nom de Kyburn qui m'a donné des sucreries ou je sais pas trop quoi, et il aurait peut-être pu allumer le feu lui-même, je sais pas trop, peut-être, je ne sais pas, c'est bizarre pour moi, mais bon, j'imagine que le gamin s'est barré après ça pour pas crever dans l'explosion, ça me paraît un peu logique, donc c'est vraiment, c'était vraiment de la grosse chatte, que ça se passe comme elle l'entend, Cersei, que ça arrive à se faire comme ça. Pourquoi elle aurait attiré le cousin balance ici devant ça? Ça n'a aucun putain de sens, c'est complètement débile. C'est vraiment pour mettre en place votre drame de façon complètement forcée et foireuse, je trouve. Mais voilà quoi. Elle s'apprête à faire exploser le septuaire avec tous les gens qui lui plaisent pas, c'est-à-dire la plupart de la foi militante. Devrait y en avoir quand même quelques-uns qui, je rappelle, sont sortis aller la chercher, elle, pour l'amener à son procès, mais ceux-là, j'imagine qu'ils se sont barrés ou qu'ils ont été tués hors champ ou un truc comme ça. Bref, elle met ça en place pour que toutes les personnes qu'elle aime pas crèvent. Et il y a Marjorie qui fait preuve d'une dernière once d'intelligence, d'une dernière phase d'intelligence de sa part en disant « Ouais, si elle vient pas, c'est qu'elle prévoit sans doute quelque chose, et ce serait pas plus mal qu'on se barre de là. » Mais la foi militante est complètement conne, le grand moineau est complètement con, et laisse... Et il n'autorise personne à sortir parce que apparemment quand on assiste à un procès de la foi, on peut pas partir en plein milieu. Genre c'est interdit. Même sans prendre en compte le fait qu'il y a un danger imminent, qu'elle le met bien en avant, quoi, il se dit merde, je le laisse pas partir comme ça, non. Et c'est un peu ça le problème. Limite, j'aurais peut-être pu un tout petit peu davantage apprécier ça si au moins Marjorie aurait pu s'en tirer. Mais non, hein. La foi militante ne va pas la laisser sortir jusqu'au bout, en dépit du fait que ce soit la seule à avoir quelque chose de réfléchi. Le grand moineau met des plombs à se dire ah, c'est un petit peu bizarre quand même. Et c'est trop tard. Le feu grégeois explose, ça fait totalement exploser le septuaire avec, et tous ceux qui s'y trouvent, donc le grand moineau, tous les partisans de la foi militante, Marjorie, Loras, son père, l'oncle de Cersei, tous crèvent rapidement comme des merdes. La maison Tyrell n'a plus personne à part Olenna, j'y viendrai, et... Voilà, c'est ce genre de choses que je craignais un petit peu quand je voyais le nombre d'arcs que vous mettiez en place et le peu de temps qui restait. Voilà, il reste que 2 saisons maintenant et il y a certains arcs qui malheureusement, à moins de vraiment bien gérer le temps qui vous reste, sont voués à être un peu expédiés par rapport à d'autres. Mais le fait que vous expédiez autant de personnages comme ça...
Non, je peux pas, je sais, ça m'énerve de voir ça. Surtout par rapport à Marjorie. Marjorie, qui a essayé de mettre en place le fait que elle fait croire à la foi militante qu'elle est avec eux, alors qu'en fait non, elle essaye de prévoir un truc, pouvoir les avoir par surprise, pouvoir essayer de se faire valoir un petit peu et sauter sur une occasion. On en a rien à foutre, elle meurt comme une merde, avec tout le monde. Loras, qui est un personnage que j'appréciais beaucoup au début, quoi, et le fait que il avait un lien avec Renly, que ce soit montré jusque dans la saison 4, quoi. Dans la saison 4, il y a un moment qui montre quand même qu'il avait un lien avec Renly et que ça représente quelque chose d'assez important pour lui. Ce soit pas du tout mis en avant, ça, et qu'en bout du compte, quoi, c'est juste quelqu'un qui s'est fait bêtement mettre à terre, on a complètement cassé sa volonté, et il mourra comme ça, comme une merde. Le grand moineau qui a été mis en place comme quelqu'un qui avait quelque chose de fort pour lui, même si j'aime pas ce qu'il représente. Honnêtement, je suis content qu'il meure, hein, vraiment. Hein, c'est quelqu'un, j'étais content de voir le moment où il mourrait. Celui-là qui se laisse bêtement avoir parce qu'il n'arrive pas à envisager que Cersei, bordel de merde, puisse lui faire un coup de traître comme ça, après ce qu'il a vu chez elle, putain de merde, quoi. Non, il y a tellement de trucs qui vont tellement pas là-dedans. La connerie de nos personnages, la façon d'expédier Marjorie, je peux pas, quoi. Je peux pas prendre ça bien. Ce plan, déjà, en plus, au passage, j'en ai pas parlé, mais apparemment, Qyburn a aussi le pouvoir de faire du feu grégeois. Parce que, ouais, j'en sais rien, quoi. Vous allez pas me faire croire que on n'a pas du tout observé, essayer d'espionner un petit peu ce que faisait Cersei, de la part de la foi militante ou quoi que ce soit. Non, 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 hein. Ils ont rien vu venir de ça. Ils ont été cons au point de se laisser faire. Et c'est un peu ça le truc, quoi. Apparemment, pour que certaines personnes l'emportent, ça a été le cas aussi dans l'épisode 6, il me semble, pour que la foi militante l'emporte un petit peu, il a fallu que personne ne fasse gaffe, personne essaye de renseigner un petit peu d'autres personnes de ce qu'il a fait, etc., pour que la foi militante en sorte grandie. Ah, on a gagné ce round, ah, on a gagné cette bataille sur le coup, parce que personne n'a essayé de prévoir un temps ce peu ce qu'ils allaient faire, ils se sont juste dit, on va les attaquer, et on n'a pas pensé aux autres actions possibles, et c'est pareil ici. On a juste dit, maintenant, on a gagné, on laisse les choses se faire, et Cersei va pas du tout essayer de faire quoi que ce soit contre ça, on va pas l'observer, on va pas la surveiller ou quoi que ce soit, non, 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 hein. Et voilà, tout le monde meurt, merde. Ça me fait chier surtout pour Marjorie. Loras un peu aussi, ça me fait chier, mais Marjorie, bordel de merde, vous avez mis en place ce personnage comme un personnage de femme forte, qui veut vraiment essayer de tirer le meilleur parti de sa situation, de manipuler au mieux la situation qu'on lui donne pour arriver à en sortir forte, etc. Et le fait qu'elle se fasse bêtement tuer alors que c'est la seule à réfléchir à ce qui se passe, à ce moment-là, c'est d'autant plus insultant, quoi. C'est déjà cool, c'est déjà un tout petit peu cool que vous l'ayez mis en avant en la faisant dire qu'elle comprenait les plans de Cersei, c'est déjà ça, mais vraiment, c'est rien du tout par rapport à ce qu'elle aurait pu faire après, quoi. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier qu'ils meurent tous comme ça. Tous ces personnages qui meurent parce que voilà, il y a énormément de trucs à défaire, et voilà, cette foi militante, maintenant, tout ce qu'on a mis en place autour d'elle, il faut mettre un terme à ça, on met un terme à ça, voilà, merde. La foi militante, c'est terminé, le conflit pour le roi, pour la manipulation du roi Tommen, c'est terminé avec Marjorie qui crève, et le roi aussi, c'est terminé, hein, parce que Tommen, il observe ça, et c'est sans doute le passage le plus fort de ce moment, honnêtement pour moi, hein. C'est le moment où Tommen se rend compte de ce qui s'est passé, de ce que sa mère a fait, et se dit, punaise, c'est ça le jeu de pouvoir, c'est ça ce que ça représente, et il se suicide, rapidement, sans bruit, sans rien, c'est le moment le plus fort là-dedans. C'est Tommen qui se rend compte de ce que représente sa vie, de ce que représente ce jeu de pouvoir, et se dit qu'il peut plus accepter ça, qu'il peut plus porter ça, et il se suicide. C'est le moment le plus fort là-dedans. Honnêtement. Et au moins dans ce passage où je me suis senti vraiment totalement insulté pour tous ces personnages que vous faisiez crever, la mort la plus digne, la plus forte pour moi, c'est celle de Tommen, qui peut plus supporter ça.
Voilà, et c'est fait de façon réaliste, de façon qui me plaît en plus, où on n'en fait pas des caisses, où Tommen se dit juste, je me jette dans le vide, j'en ai marre. Il se dit même pas ça, quoi, il y va sans réfléchir presque. Il en peut plus. Voilà, c'est le moment le plus fort autour de ça. Tout le reste, c'était une espèce de drama forcé et de personnages dont on se débarrasse comme ça à l'appel. C'est insultant pour moi. C'est vraiment insultant ce passage. Il y a cette fin qui conclut bien, et donc on va voir donc la suite par rapport à Cersei, qui a bien vaincu ses ennemis, mais qui se rend compte que, au bout du compte, la femme qui aura ruiné sa vie, c'est plus ou moins elle-même. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait interpréter la prophétie de la sorcière, qui au passage, après ce que j'ai lu en commentaire, n'était pas du tout censée être au chat, même s'il me semble que c'est la même actrice à nouveau, mais bon, bref, on s'en fout royalement. Apparemment c'est comme ça qu'il fallait interpréter la femme qui aura ruiné sa vie, au bout du compte c'est elle-même. Peut-être, hein, sait-on jamais. Mais voilà quoi, elle est super attristée par ça, Cersei. Honnêtement, je la trouve plutôt calme par rapport à ça, mais j'imagine qu'elle essaye plutôt de renfermer ses émotions en se disant ouais si je laisse tout sortir ça va être pas beau à voir et donc voilà, elle ressent davantage ce gâchis quoi, le dernier fils auquel j'étais rattaché, et ben en fin de compte je l'ai perdu lui aussi. Voilà, il décide de le faire d'en faire une crémation et de le faire reposer là au septuaire, au reste du septuaire, là où son frère, sa sœur et son grand-père. Et ouais, il reste plus que, pour représenter la famille, il reste plus que Cersei et Jaime. Tous les autres sont morts, même leur oncle il est mort. Alors leur oncle dont j'ai pas pris la peine de retenir le nom parce que je savais qu'il n'aurait pas une grande importance, ils sont tous morts. Putain d'hécatombe quoi. On n'arrête pas de parler des noces pourpres, mais honnêtement, c'est largement pire pour moi, parce que on fout tellement peu l'accent sur ces personnages, dont certains sont quand même assez importants pour moi. À nouveau, Loras Marjorie, important pour moi ça. Le grand moineau que vous avez mis en place sur 2 saisons, quand même, c'est pas rien, tout ça, oui, c'est important pour moi, tous ces personnages que vous avez mis en place. Pycelle qui est présent depuis le début. Le cousin Balance, lui aussi, il est présent depuis le premier ou le deuxième épisode. Hein. Il me semble qu'on le voit depuis le deuxième épisode, celui-là. Donc, présent depuis le début, ces gens-là. Voilà, tout cela, il meurt avec très peu de cérémonie, presque. Et ouais, c'est beaucoup assimilé. C'est beaucoup assimilé. Et c'est trop. C'est trop. Et surtout par rapport à ce que promettaient certains d'entre eux. Marjorie en premier. C'est la fin pour eux tous. Ouais. Enfin bon, après ce qui s'est passé maintenant, Cersei la reine. Parce que ouais, c'est la mère des enfants, et étant donné qu'il n'y a personne d'autre pour la succéder, j'imagine que si on se dit ouais, Cersei peut être nommée reine, même si c'est genre un truc qu'on veut éviter de faire à tout prix, genre chercher des cousins ou un truc comme ça, mais voilà. J'imagine que c'est peut-être pour ça qu'elle tenait absolument à tuer le cousin Balance. Ça se trouve, c'était lui, le prochain en ligne. Je ne sais pas. Et ouais, la limite, si c'est pour faire ça, pourquoi c'est pas Jaime qui est couronné roi? Pourquoi les gens acceptent que Cersei soit couronnée reine? C'est elle qui a fait un décret ou un truc comme ça? Je veux dire, il n'y a quasiment plus personne pour représenter le pouvoir maintenant, quoi. Il y a plus qu'elle et Qyburn qui la sert, et Jaime qui arrive au moment précis où elle est couronnée reine, au passage. Il revient, ah tiens, elle est couronnée reine à ce moment-là, histoire de faire le drame une fois de plus. Et ouais, le peuple a pas l'air super content, mais honnêtement, on le voit pas grandement manifester sur le coup, il va juste dire ah. Genre, ils se rendent compte peut-être de ce qu'elle est prête à faire et se disent on veut pas se la mettre à dos sans doute. Et voilà, c'est donc Cersei qui représentera les Lannister en tant que reine. Maintenant, elle peut prendre des décisions, tout ça. Et, et ouais, ça me fait revenir un truc qui a été dit il y a quelques temps, dans la saison 3, il me semble, par Tywin. Tywin, elle a pas grandement les épaules, elle est encore un peu trop impétueuse pour ça, et ce qu'elle a fait, c'était super impétueux, quoi. J'imagine tout de même que cette décision, on lui a fait prendre dans ses derniers retranchements, tout de même, je reconnais, mais... Ouais, c'est... je vois très mal le pays prospérer sous cette royauté-là, hein. C'est vrai, très mal, hein.
J'ai beaucoup de mal à avoir beaucoup d'appréciation pour Cersei, honnêtement. C'est un... en tant que méchante, entre guillemets, quoi, en tant que personnage très douteux en termes de morale, elle peut amener du conflit intéressant. J'ai aucun attachement envers elle. Je vous cache pas que j'ai aucun attachement envers elle. Donc voilà, elle peut promettre un petit peu en tant que mauvais souverain qui essaye de faire valoir sa puissance, comme quoi je suis légitime, tout ça. Mais ouais, en tant que personnage attachant, non. Et c'est ça qui est dommage, parce que Jamie va être grandement euh, définie par elle. Parce que voilà, c'est elle qui représente le plus pour lui. Si ça se trouve, elle en aura plus rien à foutre des considérations des gens. Elle se dira, ouais, je peux être avec mon frère et je vous emmerde. Moi et mon frère, nous serons roi et reine. C'est pas impossible qu'il fasse ça. Maintenant. Genre, ah ouais, j'ai changé les mentalités du peuple en butant tous les autres représentants du pouvoir. Il reste plus que moi, Kyber et mon frère, on vous emmerde. C'est plus ou moins ça, hein. Et ouais, c'est ça la conclusion à Port-Réal. Maintenant, Cersei a fait en sorte que tout le monde soit mort et c'est elle qui domine. Bien entendu, elle n'avait pas prévu que son fils meure, c'est évident, mais maintenant, c'est ça la situation. Ok, très bien. Ah oui, j'ai failli oublier avec tout ce qu'on a là-dedans. On a une petite scène avec la sœur avouée. Donc la sœur qui a interrogé Cersei lorsqu'elle était captive de la foi militante, qui a été capturée hors champ aussi, hein. La plupart des trucs se font hors champ quand il s'agit pas des personnages principaux, ça. Elle a été donc capturée hors champ par les soldats de Cersei et elle la maintient dans son donjon en s'apprêtant à la faire souffrir je sais pas combien de temps avant de la tuer, de la faire tuer, de la voir mourir, sachant que ce sera elle la dernière chose qu'elle verra, hein, comme elle l'avait promis. Mais voilà, donc elle veut pas la tuer tout de suite, elle veut faire en sorte que la montagne la martyrise d'une façon un peu bizarre pour l'instant. Alors, je ne peux qu'imaginer ce qu'il lui fait. J'ai le sentiment qu'on va pas se pencher davantage sur le personnage. Hein. Je pense elle est un petit peu morte maintenant, la sœur avouée, et on la verra plus trop. Mais ouais, en gros, c'est ça qui se passe, quoi. Elle montre la montagne qui enlève son casque, et qui montre donc son visage complètement défiguré, et elle hurle comme si on la torturait à mort, alors que pour l'instant elle fait rien, il fait rien la montagne, quoi. Mais bon, elle hurle déjà, j'imagine c'est en prévision de ce qu'il attend. Je veux dire, ça va faire mal, donc je hurle déjà. Parce qu'il fait rire pour l'instant, hein, on est d'accord, hein, dans ce qui est montré, il s'avance juste vers elle, hein, il lui fout rien du tout, hein. Mais bon. Voilà, c'est histoire de dire, quoi, ça, c'est poursuivi, on n'a pas oublié ce détail. Et ouais, je peux qu'imaginer ce qu'il va lui faire, la montagne. J'ai des images dégueulasses en tête, mais... Mais bon, voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, on se retrouve avec ça à Port-Réal, et maintenant, il y a Olenna qui se dit qu'elle a plus rien à perdre, qu'elle en a marre, elle veut se venger à tout prix de ce que Cersei a fait à sa famille, sachant que oui, elle avait quand même prévu certains trucs lorsque Marjorie lui a dit de partir, et on verra pas du tout ce que c'est. C'était quoi leur plan précis, en fait? L'espèce de truc qu'ils ont mis en place lorsque Marjorie a dit « Ah, c'est bon, lui a fait savoir par une lettre, par un petit mot, ah, c'est bon, je suis toujours de votre côté, je n'obéis pas à la foi militante, prévoyez quelque chose pour qu'on puisse rebondir là-dessus. » C'était quoi le truc par rapport à ça? Bon, on saurait pas. On s'en fout en fait, hein, c'était bien la peine de mettre ça en place. Et ouais, donc maintenant elle se dit merde, Leda, il n'y a plus rien de ma famille, quoi. Ma famille est foutue, il n'y a plus que moi qui la représente. Donc maintenant je viens auprès de vous, Ariana, et de Dorne, puisque... On se souvient quand même que vous existez, hein, ça fait une saison qu'on vous a plus vu, quoi. On vous a juste vu à l'épisode 1 et maintenant on vous remet un petit peu en avant quand même. Elle vient parler à Ariana pour lui dire oui, je viens avec vous, je viens un petit peu vous voir pour me venger en fait, hein, pour lutter contre Cersei et les Lannister, ce qu'il en reste. Et ouais, c'est un petit peu là que ça se fait. Je vois pas pourquoi elle ira pas se ranger du côté de Baelish et des Stark, techniquement, puisque quand même c'est avec Baelish qu'elle a noué un lien, qu'elle a fait un pacte pour pouvoir lutter, pour pouvoir s'en prendre à Joffrey et tout et tout. Donc ouais, il y a quand même une petite alliance qui s'est faite comme ça entre eux, mais apparemment on s'en branle royalement de ça. Le plus logique pour moi, ça aurait été qu'elle se mette avec les Stark, après ce qui s'est passé. Ça me paraît relativement logique, mais bon, non, c'est pas grave, on s'en fout.
Elle va donc voir Ariana qui est donc restée toute seule dans son royaume pendant tout ce temps à rien prévoir. Et c'est là qu'elle se dit ouais, on prévoit quelque chose en fin de compte, on va faire des représailles contre eux. Et c'est là que Varys se pointe aussi parce que oui, la mission secrète qu'on n'a pas dite vers laquelle il s'était rendu, c'était aller parlementer avec Ariana de Dorne. Vous savez, la femme qui a tué un dirigeant pacifiste et a montré à plusieurs reprises que c'était quelqu'un bêtement porté par la vengeance, qui n'était pas porté par des intentions super bonnes. Oui, on va discuter avec elle, je suis sûr que Daenerys va être ravie de l'avoir à ses côtés. Hein, ou alors peut-être qu'on veut partir sur le côté « Ah, girl power, ah, ça me plaît d'être avec elle parce que ah, c'est une femme de pouvoir !» Alors que c'est pas clairement ce qu'elle a montré lorsqu'elle a discuté avec Yara, quoi. Genre, elle était contente d'avoir une autre femme de pouvoir devant elle, mais quand même, elle était pas super contente de ce que représentait le peuple d'Efferney, quoi. Elle s'est dit, oui, je veux bien de vous à mes côtés, mais il faudra quand même changer votre façon de faire, quoi. Là, je sais pas, non, j'ai du mal à... J'ai du mal à comprendre ça, quoi. Mais bon, c'est ça la mission de Varys, très rapidement. Et apparemment, ça va pas durer très longtemps, puisqu'on va vite le revoir ailleurs. Mais bon, ça, je vais pas tarder à en parler, puisqu'il nous reste à voir ce qui se passe du côté de Daenerys, pour terminer. Putain, cet épisode est super long à résumer. Daenerys, donc, qui s'apprête enfin à partir pour Westeros. Bout de 6 putains de saisons, ça prend le temps. Et, ouais, elle décide de laisser Daario et ses punais à Myrine, parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour faire en sorte que ça se présente bien, qu'on élise une bonne représentante. Elle tient absolument à ce que ce soit une femme. Donc voilà, ça a l'air de partir sur le côté, ouais, ça doit absolument être une femme, parce que là, girl power, tout ça, je sais pas, ça me fait un peu bizarre quand même, le côté, je tiens absolument à ce que ce soit une femme qui représente le peuple. Ça pourrait pas être n'importe qui, du moment que ce soit quelqu'un qui représente bien. Non, non, faut que ce soit une femme, quoi, il faut qu'on appuie ça, ce détail-là. Je sais pas, c'est bizarre. Mais apparemment, c'est histoire de dire au revoir à Daario. Parce que j'ai le sentiment qu'on reverra plus trop Myrine. Alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais voilà. Elle veut faire en sorte que Daario reste, parce que, surtout, elle veut pas d'un amant avec elle. Voilà, elle sait qu'il y a un truc entre eux, mais elle veut pas d'un amant avec elle, parce qu'elle sent qu'elle risquera d'être obligée de faire une alliance, et pour ça, elle devra épouser quelqu'un. Donc je sais pas, peut-être qu'elle épousera Jon Snow. Sait-on jamais. Ce sera peut-être ça la grande alliance Jon Snow et Daenerys, sait-on jamais, ça a l'air bien parti. Mais voilà quoi, elle lui dit au revoir, on a une scène après entre elle et Tyrion où elle dit ouais, qu'elle regrette pas tant que ça de l'avoir quitté, la seule chose qu'elle regrette c'est d'avoir passé autant de temps autour de ça. Elle voulait que ça se termine vite en fait, cette rupture, mais elle se rend compte qu'elle n'était pas particulièrement amoureuse de lui. Et ça a l'air d'être bien parti pour paver le chemin vers une vraie romance, la vraie romance de Daenerys. Et je sais pas, ça a pas l'air d'être temps avec Jorah, puisque il y a un moment avec Tyrion où il donne l'impression, alors peut-être que c'est moi qui surinterprète, c'est pas impossible, qu'il lui aussi est tombé amoureux de Daenerys. Je sais pas, il fait son petit discours pour la rassurer, pour lui dire que « Ah, avant je croyais en personne, en rien, etc. Mais maintenant je vais croire en vous !» Et en disant de façon super claire, comme si, ouais, il y avait une espèce d'attachement assez fort qui s'était fait entre eux. Ouais, peut-être que c'est moi qui surinterprète, peut-être que c'est la mise en scène qui met ça bien mal en place, mais ouais, ça donne vraiment l'impression que Tyrion, lui aussi, s'était pris de Daenerys. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde doit tomber amoureux d'elle, à part Vergris et Varys, parce que eux, ils ont des arguments qui font qu'ils sont pas directement... je sais pas, c'est bizarre, quoi. À nouveau, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui surinterprète, c'est tout ce que j'espère, mais ouais, c'est un peu bizarre, là, la scène, hein. Et donc, ouais, ça part, ça se termine sur... Daenerys et toute sa flotte, donc avec Theon et Yara, qui partent direction Westeros, enfin, et où Varys est là. Voilà, en plus d'être avec Missandei, Vergris, Tyrion, etc., il y a Varys derrière elle aussi. Donc apparemment, la mission, il l'a faite hors champ. La mission qu'il a voulu faire, ce qu'il a dû faire, c'est aller parler à Dorne, à Ariana, pour faire une sorte d'alliance, j'imagine, et il est reparti, entre-temps, rapidement, au sein même de l'épisode, il est revenu à Myrine pour repartir de Myrine avec Daenerys. Je pisse pas. Pourquoi vous aviez...
Vous aviez l'acteur, vous teniez absolument à ce qu'il soit là. C'est ça apparemment. Je sais pas, c'est bizarre pour moi. C'était pas la peine de le montrer, Varys, là, hein. C'était un petit peu trop. Mais bon, voilà, c'est un détail, ça, et globalement, c'est un épisode acceptable. Il y a des choses que j'apprécie vraiment, quoi. Des moments forts autour de Jon Snow. De Baelish un petit peu, j'ai bien apprécié le truc. Pas mal de moments autour d'Arya, de Frey aussi, j'ai apprécié ça. Tout ce qui est autour des Stark, j'ai apprécié. Autour de Daenerys, ça passait. En dépit de ce que j'ai dit, ça passait à peu près, quoi. Ce moment où elle se dit, enfin, faut que je parte, faut que je laisse certaines choses derrière moi, dont Dario. C'était pas mal quand même. Et ouais, cette espèce de grand plan où ils partent enfin, c'était bon. C'est certaines scènes que j'ai appréciées par rapport à ça, et des trucs que je trouve super gros et insultants, surtout par rapport au départ de nombreux personnages. Voilà, c'est pas aussi frustrant que n'a été le final de la saison 5 pour moi, mais ça a quand même un petit peu, quoi. Et pas au stade d'en faire un mauvais épisode, mais clairement pas un des meilleurs, hein. Il y a des trucs que je trouve beaucoup trop insultants là-dedans, beaucoup trop expédiés pour que j'apprécie ça grandement, quoi. J'apprécie la mise en scène parce qu'il y a la mise en scène très forte dans ce qui s'instaure, etc. Surtout au début, quand on met en place ce procès. J'aime pas où ça va, mais dans la mise en scène, il y a des moments super forts. Je reconnais, hein, dans les blancs, les silences qu'il y a, c'est très bon. Mais en dehors de ça, oui, il y a des évolutions de développement frustrants qui font que ouais, ça va pas plus loin que acceptable. Et ouais, c'est vraiment dommage, quoi, hein. Enfin bon, maintenant, il y a beaucoup de trucs qui sont passés à la trappe, de personnages dont on aura pu s'occuper. Ça va être beaucoup plus simple, hein, pour la suite, hein. C'est beaucoup plus simple par rapport à avant, je reconnais. Après, oui, si c'était pour expédier autant de trucs à la fois, un peu dommage quand même. Enfin, on verra, peut-être qu'ils rebondiront bien là-dessus dans la saison suivante. À bientôt pour la saison 7. Bye.